Salut tout le monde, c'est Konski. Aujourd'hui, je vais vous résumer les informations qui ont été données dans le stream des développeurs de Civilization 7, stream durant lequel ils ont montré plein de gameplay de l'âge de l'Antiquité. Le stream a duré presque 2 heures et il y a plein d'éléments super intéressants, je trouve, pour comprendre ce nouveau Civilisation qui nous arrive. Les développeurs ont rappelé leurs recettes pour faire un nouveau Civ, d'ailleurs, gardé 33% du gameplay du jeu précédent, affiné 33% de l'existant, l'améliorer, et puis pour le dernier tiers, proposer des choses complètement nouvelles. Allez, on est parti, je vous montre tout ce que j'ai trouvé le plus important à vous expliquer pendant ce stream. Déjà, je vous rappelle, une partie de Civilization 7 sera divisée en 3 âges, et le premier, c'est l'âge de l'Antiquité. On va commencer évidemment par créer une ville avec notre unité de fondateur. Le fondateur va créer la cité capitale. Ensuite, dans la partie, vous pourrez faire des colons qui, eux, vont créer les villes, qui sont la version de base des agglomérations et qui pourront être transformées d'ailleurs après en cités, la version plus développée. En règle générale, dans mes vidéos, je parlerai de villes pour les deux cas de figure, mais je préciserai, si besoin, de quel type de ville je parle. La petite, les villes, ou la plus grande, les cités. Notez que l'accès à l'eau potable, c'est une source de bonheur d'une ville. Il y a 2 types de rivières maintenant dans le jeu, les rivières navigables et les rivières mineures. Pour profiter de l'eau potable pour une ville, il faut fonder à côté de la rivière navigable. Forcément, on ne peut pas fonder dessus. Et puis pour les rivières mineures, il faudra absolument fonder la ville dessus, sur la même case. La croissance des villes et l'exploitation des cases sont complètement nouvelles dans Civilization 7. Quand une ville va grandir, vous allez pouvoir choisir la nouvelle case que vous allez exploiter à l'intérieur de vos frontières, hein. Et donc, la case deviendra une case de ville. L'aménagement de cases sera construit automatiquement sur cette case, hein, que ce soit une ferme, une plantation, une exploitation forestière, etc. Ça veut dire qu'on ne devra plus construire d'ouvriers ou de bâtisseurs. C'est fini, il n'y aura plus ces unités dans le jeu. L'aménagement sera directement construit. En exploitant la case, elle devient alors un district rural de la ville. C'est une notion importante et on y reviendra. On reçoit bien sûr la production de base de cette case, vu qu'on l'exploite directement via l'aménagement. Et quand on aura par exemple débloqué la technologie sur le bûcheronnage, j'imagine, on aura un revenu supplémentaire lié à l'exploitation de la forêt parce qu'on a la technologie qui va avec. Et donc notre aménagement est devenu opérationnel et produira donc plus que la production de base de la case. Dernier point important à ce sujet, étendre ainsi notre ville sur une case va provoquer une bombe culturelle autour de la case, hein, comme dans les précédents jeux, vous avez la bombe culturelle qui va étendre notre frontière politique. Parlons un peu maintenant et rapidement des éclaireurs. Ils ont plus de possibilités qu'avant, avec la possibilité maintenant d'établir une surveillance, ce qui laisse l'unité là et augmente sa portée de vue, c'est une capacité à activer. Autre capacité activée, on peut maintenant faire une recherche qui va durer juste un tour pour celle-là, et qui va augmenter aussi la portée de vue de +1 pour ce tour, mais elle va aussi révéler sur une portée 2 fois plus éloignée les découvertes. Alors les découvertes, ils en ont parlé brièvement dans le stream, c'est un des types de bonus à ramasser sur la carte, hein, les Goody Hut, comme on les appelait avant. Maintenant, il y en a différents types, et les découvertes, c'est un des types de ce qu'on peut trouver sur la carte. Ils n'ont pas dit beaucoup plus que ça, mais il y aura sans doute du coup d'autres types à récolter, d'autres choses à ramasser sur la carte que ces découvertes. Revenons donc à notre ville, qui est dans ce cas-ci une cité, notre cité capitale, et construisons notre premier bâtiment. Dans ce cas-ci, le grenier, par exemple, améliorera nos districts ruraux de fermes, plantations et pâtures. Poser un bâtiment sur une case va la transformer en district urbain, qui peut accueillir 2 bâtiments au total, mais qui n'exploite pas les ressources de la case. Donc on a 2 types de districts complémentaires, si vous voulez, le district rural qui exploite les cases, et puis le district urbain dans lequel on place les bâtiments. Il est possible plus tard dans le jeu, si on veut, d'urbaniser un district rural en le remplaçant par un district urbain. Notez que dans ce cas, vous récupérez la possibilité de bouger le district rural sur une autre case. Donc vous ne perdez pas la croissance que vous aviez acquise via le district rural de base. Ça va donner une certaine souplesse, je pense, à notre expansion urbanistique. On a le retour des doctrines dans le jeu qui débloquent des politiques. Certaines doctrines seront uniques à une civilisation, comme ici Rome. Le jeu nous donnera aussi parfois des choix de quêtes à accomplir afin d'obtenir des récompenses. Dans le jeu, évidemment, on va rencontrer toute une série de civilisations et donc leurs dirigeants, et quand ça va arriver la première fois, ça va donner lieu à un premier choix, être neutre, ce qui est sans conséquence, être hostile ou bien amical, et dans ce cas, ça va coûter de la ressource diplomatique qu'on appelle l'influence. Être amical va révéler nos capitales respectives. Revenons un peu sur la notion de quartier et de bâtiment. Il y a des quartiers et des bâtiments uniques qui vont être liés à certaines civilisations qui ont alors 2 bâtiments uniques chaque fois avec des bonus de situation, d'adjacence,
qui sont propres à chaque bâtiment unique séparément. Donc chacun a ses propres bonus d'adjacence. Donc vous pouvez les construire dans des districts différents pour obtenir leurs bonus individuels en les maximisant. Mais si vous préférez et si vous y arrivez, vous pouvez construire les 2 bâtiments uniques dans un seul district pour obtenir alors encore un bonus supplémentaire. Je trouve ça intéressant parce que bien sûr, du coup, on va essayer de trouver la case qui permet de tout faire, c'est-à-dire d'avoir un maximum des bonus des bâtiments uniques et en même temps, du coup, de les mettre au même endroit et donc d'avoir le bonus de district unique pour abriter les deux. On va maintenant s'intéresser à la notion de ville, c'est-à-dire l'agglomération qui est fondée par un colon et qui peut être améliorée plus tard en cité, si on le souhaite, c'est pas obligé, et si on est prêt à dépenser aussi une somme d'or rondelette pour le faire. Les villes ne construisent pas en elles-mêmes de bâtiments, vraiment, mais on peut en acheter avec de l'or, pas tous, c'est-à-dire que les villes ne pourront pas faire tous les types de bâtiments que les cités, elles, peuvent faire. On peut également acheter des unités dans ces villes. Du coup, la production des villes est plus utilisée et elle est transformée en or. Une ville a pour but principal, je pense, de récolter les ressources finalement de ces cases afin d'approvisionner l'empire. On peut imaginer par exemple avoir quelques cités contenant surtout des districts urbains et des spécialistes et qui seraient alimentées alors par les villes de l'empire. Quand une ville atteint la taille 7, elle peut se spécialiser pour toute la durée de l'âge en cours. On peut voir ici sur l'écran qu'on peut se focaliser par exemple sur la croissance, ou alors en faire une ville fortifiée, une ville nourricière de l'Empire, une ville de minage ou de commerce. Et il y a sûrement encore d'autres types en fonction des âges dans lesquels on se trouve, je suppose. Passons un peu au côté militaire, faut pas l'oublier. On voit ici qu'on a un premier commandant d'armée qui sont les nouvelles versions des généraux, si vous voulez. Ils peuvent être améliorés dans différents arbres de progression. Et ils seront utiles même en temps de paix, puisque par exemple, ici dans ce cas-là, le zèle, une compétence, donne plus 5% à toutes les productions d'une agglomération quand l'armée est dedans. Moi, ça me paraît quand même loin d'être négligeable, donc se servir de ces armées en temps de paix sera maintenant une possibilité tout à fait valable. L'expérience est gagnée maintenant par les généraux uniquement. Vous ne devrez plus vous soucier de l'expérience des unités. Un commandant qui est éliminé peut réapparaître également après un certain nombre de tours, donc vous ne le perdez jamais vraiment complètement. En tout cas, il y aura un délai pour le récupérer. Et c'est quoi leur rôle premier? C'est d'apporter évidemment un soutien aux troupes autour d'eux. On voit la portée de ce soutien qui est de une case au niveau 1 de commandant, c'est la bordure blanche. Toute unité qui va prendre de l'XP dans cette zone, c'est pas perdu qu'elle la prenne et pas le commandant, puisque ça va la donner en fait au commandant, qui lui, je pense d'ailleurs, va pas se battre. Donc c'est ces unités autour de lui qui vont engranger son expérience pour le faire progresser. Les commandants vont avoir toutes sortes de compétences qui dépendront des choix de progression des joueurs dans leur arbre de compétences. Voilà, vous choisirez ce que vous voulez. Mais aussi parfois de la civilisation, puisque avec Rome, par exemple, le Legatus, c'est un commandant particulier de l'Antiquité qui peut carrément créer une nouvelle ville comme un colon. Voilà, on le fait ici. Ça me donne l'occasion de vous parler des étapes de progression de notre civilisation. Dans Civilisation 7, on va plus seulement viser une victoire finale via un accomplissement exceptionnel qu'on arrive à faire en fin de partie, mais on va viser aussi toute une série d'objectifs à l'intérieur de chacun des 3 âges. Il y aura 4 voies d'héritage à suivre et dans lesquelles progresser à chaque âge. Chaque voie va débloquer notamment des bonus, des héritages utilisables dans l'âge suivant. Je vais vous expliquer ça après, ne vous inquiétez pas, ça peut paraître un peu obscur comme ça, mais quand vous allez progresser dans chaque voie, comme ici la voie militaire, vous avez différentes étapes et on va gagner des bonus au fur et à mesure qu'on va avancer par étape vers l'objectif final. Ces bonus, ce sera en général des points d'héritage qu'on va engranger, hop, on les stocke, et puis on va les dépenser quand on va passer à l'âge suivant. Je vous montrerai ça après, on verra à l'écran. Vous allez également débloquer en plus de ces points des options, des choix que vous pourrez faire pour dépenser ces points lorsque vous allez passer à l'âge suivant. Passer une étape, ça va aussi faire progresser la ligne du temps, on va dire, donc on avance doucement vers l'âge suivant de cette manière-là, mais pas que d'ailleurs, on va aussi progresser simplement un petit peu à chaque tour passé. Arrivé au bout de l'objectif final, on débloque un âge d'or qui est, si j'ai bien compris, ils n'ont pas trop expliqué, mais c'est un choix d'héritage très puissant. Notez que si on ne fait aucun progrès dans une des voies d'héritage, on débloque alors un choix de bonus d'âge sombre lié à cette voie d'héritage. On n'en sait pas vraiment beaucoup plus, donc je ne vais pas me lancer dans des suppositions sur ce que ce sera. Ce sera quelque chose de particulier comme bonus lié à cette voie-là. Autre sujet intéressant, le nombre de villes dans Civilisation 7 ne sera pas limité, il n'y aura pas de limite dure, mais il y aura une pénalité de bonheur sur toutes vos villes quand vous dépassez le nombre optimal autorisé par le jeu en fonction du progrès de votre empire. Notez que le bonheur est un paramètre global pour la civilisation, mais il est aussi un paramètre local pour chacune des villes. Donc vous pouvez avoir un empire qui est heureux, tout en ayant quelques villes qui sont malheureuses.
Notion super importante, les spécialistes, ce sont des citoyens qu'on va placer lors de la croissance d'une ville dans un district pour travailler dans les bâtiments et augmenter leurs effets. Placer un citoyen, ça va donc remplacer, je pense, le fait de choisir d'exploiter une nouvelle case et donc créer un nouveau district rural. Plutôt, au lieu de ça, on va exploiter un bâtiment en le rendant plus puissant. Donc on a cette opposition, un peu ce choix entre s'étendre, exploiter les ressources naturelles et puis, d'un autre côté, se spécialiser, améliorer nos districts urbains. Vous pouvez voir à l'écran les bonus rapportés sur les cases bleues, qui sont celles qui peuvent accueillir un spécialiste. On gagne ici surtout de la science et de la culture en général, mais sur la case de droite, vous pouvez voir qu'on va gagner beaucoup plus de rendement. Attention, les spécialistes ont un coût d'entretien en nourriture et en bonheur, vous le voyez aussi. On revient un peu sur le militaire, on jette un coup d'œil aux batailles et c'est le moment de montrer le deuxième rôle du commandant, qui est de regrouper des troupes sur sa case, ce qui permet d'éviter d'avoir trop d'unités partout en dehors des batailles. Donc ça va faciliter la logistique des troupes bien évidemment. En combat par contre, on va pouvoir déployer les troupes depuis la case du commandant. Et quand vous serez en dehors des combats, petite cerise sur le gâteau, vous verrez comme ça visuellement bien toutes les unités qui composent la petite armée de votre commandant. Parlons très brièvement des routes commerciales puisqu'ils les ont montrées. Ça nécessitera d'envoyer physiquement un marchand dans la ville de destination qui devra toujours être une ville étrangère. On ne pourra pas faire de commerce avec nos propres villes. Une fois arrivé, le marchand va pouvoir alors établir un commerce dans la ville étrangère et la route sera effective. Si j'ai bien compris, ce commerce sera pillable, destructible si une nation ennemie en gagne l'accès. Petit aperçu de l'arbre de recherche, les Eureka ont disparu. Perso, j'en suis pas malheureux parce que je trouvais ça un peu artificiel et peut-être un peu trop puissant aussi. Et en plus, maintenant, on a d'autres sources d'objectifs à suivre finalement, puisque oui, c'est vrai, les Eureka donnaient des petites quêtes comme ça qui peuvent être amusantes, mais ici, on va avoir beaucoup d'autres possibilités d'avoir des objectifs particuliers à suivre, comme les voies d'héritage dont on a parlé avant, ou les quêtes qu'on va pouvoir recevoir de temps en temps avec des petits bonus à la clé. Donc je trouve ça beaucoup plus cool, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus souple, beaucoup plus organique que les Eureka qui me paraissaient un petit peu quand même trop artificiels. Comme avant, les technologies sont liées les unes aux autres, formant des chemins à suivre pour les débloquer. Et puis on notera quand même une nouveauté qui est la maîtrise des technologies. Pour certaines technologies, on pourra simplement rechercher une nouvelle fois la technologie, ou sa maîtrise en tout cas, pour améliorer ses effets en recherchant donc le niveau 2 de la technologie, la maîtrise. Ça débloque rien de plus, mais ça améliore ce qu'on a déjà débloqué. Ok, wow, plein de choses dans ce stream vraiment. Ça fuse de tous côtés. On s'intéresse maintenant aux ressources de l'Empire. Ceux qui ont joué à Ara History Untold récemment reconnaîtront un petit peu l'idée qui est la suivante et qui est d'allouer nos ressources à nos villes, indépendamment les unes des autres, pour les aider à progresser, leur donner des bonus, combler leurs lacunes, etc. Donc ça c'est plutôt cool, parce que je trouve que ça marche plutôt bien dans Ara History Untold. Ici c'est une manière un peu plus simplifiée par rapport à Ara qui est très complexe à ce niveau-là, mais on va pouvoir donc mettre des petites ressources, des commodités dans les villes quand même aussi dans Civilization 7 et c'est plutôt chouette je trouve. En parallèle, certaines ressources, elles, comme le fer ou les chevaux, seront des ressources utilisées au niveau de toute la civilisation. Pour le fer et les chevaux, je suppose, ils l'ont pas dit, mais j'imagine qu'elles sont globales à la cive parce que sans doute c'est des ressources qui permettront de faire des unités particulières, des cavaliers, des épéistes, je sais pas, on verra. Mais du coup, il faut qu'on puisse sans doute les faire dans n'importe quelle ville et ça expliquerait que la ressource est globale. Voilà un petit peu, je pense, l'idée qui est derrière l'idée de ressources globales. Voyons ce qui se passe quand on termine l'âge de l'Antiquité. Déjà, on a vu qu'on progresse vers la fin de l'âge via les voies d'héritage, mais aussi un petit peu à chaque tour, donc on l'a dit. Et quand on a assez progressé, une crise va apparaître. Ils en ont parlé dans le stream, ils n'ont pas montré d'image. Je pense qu'ils pouvaient peut-être pas encore, ou ils veulent garder ça pour une autre fois. Mais en gros, ce sera une crise qui va arriver en fin d'âge et qui va affecter le monde entier, un genre de péril extérieur aux autres civilisations. C'est relativement commun, cette mécanique dans les 4X. Ça va peut-être être, j'imagine, une peste, des cataclysmes naturels, des barbares, voilà, peut-être au niveau historique, je pense qu'on peut imaginer vraiment beaucoup de choses en réalité. Et à la fin de cette crise, ça nous fera passer à l'âge suivant. Et le passage entre les âges va donner des choix intéressants. On va commencer déjà par voir ce qu'on a gagné, ce qu'on a engrangé en termes de points d'héritage au cours de l'âge précédent. Et on verra également les options de choix d'héritage qu'on a débloquées. C'est juste visuel, on regarde un peu ce qu'on a eu. Ensuite, on choisit notre prochaine civilisation, puisque un des trucs du jeu, c'est que, un peu comme l'avait initié Humankind à l'époque, on va pouvoir choisir notre prochaine civilisation. Sauf que dans Civilisation 7, c'est fait avec
une certaine subtilité dans le sens où les choix possibles vont être influencés par différents critères. On ne pourra pas choisir n'importe quoi. D'une part, on va être influencé par notre civilisation de départ. Par exemple, ici, Rome va toujours débloquer, comme possibilité, en tout cas, c'est pas obligé, mais pourra débloquer les Normands. Donc, si vous jouez Rome, vous pourrez prendre Normand après. Ce sera toujours possible. D'autre part, pour d'autres civilisations à débloquer, ce sera nos actions, nos choix au cours de l'âge précédent qui vont pouvoir éventuellement réunir les conditions nécessaires au déblocage de ces civilisations. On n'a pas encore trop d'infos là-dessus, mais ça devrait fonctionner comme ça. Ici, voilà, on a choisi les Normands par exemple, et l'architecture de nos bâtiments de l'âge de l'exploration, évidemment, va dépendre de ce choix. Ensuite, l'âge de l'exploration débute, et on va pouvoir choisir nos bonus d'héritage en fonction de ceux qu'on a débloqués le long des voies d'héritage de l'âge de l'Antiquité. On en a parlé, hein, il y a des jalons, on passe les jalons, on débloque des points, on débloque des choix de bonus. Au milieu, ici, on voit les points qu'on a gagnés, le total. Et puis à gauche, on voit toutes les options de bonus qu'on a débloquées, les bonus d'héritage qu'on a débloqués et leur coût dans les différents types de points d'héritage que l'on peut dépenser, que ce soit en militaire, en commerce, etc. Voilà pour les points les plus importants de ce live stream des développeurs sur l'Antiquité dans Civilization 7. Si vous voulez que je continue à vous apporter de l'info résumée comme ça en français sur Civilization 7, je vous invite à mettre un like sur la vidéo, vraiment c'est très important. Faites-le s'il vous plaît si ça vous a plu et si vous avez envie de me supporter, bien sûr, c'est pas obligé. Et à vous abonner à la chaîne aussi, c'est vraiment cool pour moi et puis de voir le nombre d'abonnés qui peut éventuellement monter. Et puis pour vous évidemment, c'est cool pour être tenu au courant des nouveautés. Tout ça, ça m'apporte de la motivation parce que motivé à suivre les infos sur Civ 7, je le suis. Mais préparer les vidéos comme ça, c'est vraiment hyper méga long, ça prend un temps dingue. Donc j'ai besoin véritablement de votre soutien si vous voulez bien. Et je remercie ceux qui le font. Allez, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve bientôt. Salut tout le monde!